Nous avons un thème formidable et je suis heureux que vous soyez parmi nous pour écouter nos speakers ce matin. L'expérience à impact, faites entrer la RSE dans votre expérience. Vous avez vu d'ailleurs, il y a beaucoup d'ateliers, de thématiques, de livres blancs, de témoignages à ce sujet. On ne peut que s'en réjouir en effet. Alors, je suis très heureux d'accueillir pour conduire avec moi les débats à ce sujet Émilie Pétra-Rolliroy, qui est Senior Digital Manager e-commerce chez Lush, Nicolas Jeannot, qui est responsable chaîne de valeur et développement réseau Lexus, et Audrey Péguret, qui est directrice du développement durable au Ritz Paris. Alors nous avons, et j'adore toujours ce genre d'exercice, parce qu'en fait on a 3 secteurs radicalement différents, et vous allez voir que eh bien, de cette variété va naître, j'espère, la richesse des échanges, et vous verrez qu'il y a une forme de convergence entre la distribution, la cosmétique et l'automobile et l'hôtellerie de luxe. Alors nous sommes ensemble pendant 1 heure, nous réserverons les dernières minutes de cette session à des questions-réponses. Et comme vous le voyez sur les écrans qui se trouvent de part et d'autre de la scène, vous pouvez poser vos questions par SMS au 06 44 64 37 39 ou depuis l'application dont l'adresse se trouve juste ici, en tout cas le site spécialement pour ça. Il y a une interférence ici sur scène, il y a de la musique, j'ignore pourquoi. Je vais vérifier et vous me pardonnez tout de suite. C'est une question de secondes. Je remets mon timer. Voilà, nous y sommes. Alors, nous allons commencer par vous, Émilie Pétra-Rolliroy. Vous travaillez chez Lush. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous redonner quelques faits et chiffres sur votre marque et sur votre enseigne, s'il vous plaît? Pardon, alors est-ce que vos micros fonctionnent? Oui, votre micro fonctionne? Oui, apparemment il fonctionne. Nicolas aussi, et le vôtre? Sinon, j'en ai un autre ici. Voilà, prenez celui-ci. Ça y est, on y est. Bonjour, oui, ça marche. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Émilie Pétra-Rolliroy. Je suis responsable digital, donc Senior Digital Trading Manager, le vrai intitulé de poste e-commerce chez Lush depuis 5 ans. Maintenant, ça fait 10 ans que je travaille dans le e-commerce, 5 ans chez Lush. J'ai commencé sur le marché France, Belgique, Luxembourg. Et depuis un peu plus d'1 an, maintenant, j'ai la responsabilité de nos 14 marchés européens sur 11 filiales. Et mon objectif, c'est vraiment de développer le chiffre d'affaires et notre présence en ligne, donc depuis le passage de commandes sur le site jusqu'à l'ouverture des colis sur le marché européen. Et Lush, c'est une entreprise de cosmétiques anglaise qui a été créée en 1995 par 6 cofondateurs et cofondatrices qui avaient vraiment envie de changer les codes de la cosmétique traditionnelle et de créer un peu leur révolution cosmétique. On a d'ailleurs inventé la cosmétique solide, le shampoing solide, la bombe de bain. Et au cœur de la création de cette entreprise, il y avait vraiment 3 piliers très forts qui sont encore très présents aujourd'hui. 3 valeurs incontournables pour nous qui sont le bien-être animal, les droits humains et l'environnement. Et Lush, c'est 900 boutiques dans le monde, 50 pays et plein de produits fabuleux. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors Nicolas Jeannot, on va changer de secteur, on va passer des cosmétiques à l'automobile avec la marque Lexus. Alors toutefois, j'ai trouvé un lien entre vous et j'ai découvert un rituel japonais chez Lush. En l'occurrence, il y a quelques années, en faisant une Learning Expedition dans une de vos boutiques, en l'occurrence Gare Saint-Lazare, et j'ai découvert le furoshiki. Est-ce que vous connaissez le furoshiki? Le furoshiki, c'est un emballage cadeau qui est en fait un très beau tissu, comme un carré de tissu avec un motif. Donc cet emballage cadeau, et si je ne m'abuse, chez Lexus, il illustre sur le site de Lexus le concept, encore un autre terme japonais, d'omotenashi. L'omotenashi, c'est l'hospitalité bienveillante. C'est un des piliers de l'expérience client de Toyota et de Lexus. Donc si vous allez sur le site de Lexus, vous verrez une personne qui vous présente un cadeau emballé d'un furoshiki
comme chez Lush. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots Lexus et vous présenter? Oui, alors, justement, pour rebondir sur l'omotenashi, c'est une vraie valeur essentielle chez Lexus parce que c'est le sens de l'hospitalité. Le client chez Lexus, il doit se sentir comme un invité. Voilà, donc ça, c'est vraiment dans nos valeurs. Alors, moi, donc, je m'appelle Nicolas Géano, je suis responsable du développement réseau et de la chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur, ça regroupe l'expérience client, le CRM et la formation des collaborateurs. Et puis le développement réseau, c'est l'application des standards et des règles de représentativité de nos concessions. La marque Lexus, c'est une marque japonaise, c'est la marque haut de gamme du groupe Toyota. C'est une marque assez récente puisqu'elle date de 1989, elle a été lancée pour le marché américain. Donc c'est une marque assez innovante qui a fait la promotion des véhicules hybrides puisqu'on était la première marque à lancer un SUV hybride en 2004. Lexus en France aujourd'hui c'est 43 concessions, une trentaine de réparateurs agréés. En 2023 on devrait vendre autour de 6000 véhicules pour mettre un petit peu de chiffres. Voilà donc... Merci pour cette présentation. Audrey Péguret, donc vous êtes directrice développement durable au Ritz Paris. Alors, on vient de faire référence à des rituels précédemment, mais en la matière, c'est vous qui inspirez de nombre d'entreprises par l'univers de l'hôtellerie. Parce que l'univers de l'hôtellerie de luxe, finalement, est fait de rituels. Hein. Et je pense que presque tout le monde ici connaît votre établissement, ne serait-ce que de nom. Mais j'aimerais que vous nous en fassiez une présentation en introduction de cette table ronde. Oui, bonjour à tous. Effectivement, le Ritz Paris est une institution dans le secteur de l'hôtellerie de luxe. Et c'est un grand challenge d'intégrer une approche RSE dans un établissement historique créé en 1898 par César et Marie-Louise Ritz. Donc, lorsqu'on évoque, comme vous le disiez Thierry, l'hôtellerie de luxe et ses rituels, on pense effectivement à ces codes du luxe. Lorsqu'on dit que le client est roi, lorsqu'on dit qu'on ne peut pas faire attendre le client, ou qu'on peut tout simplement pas lui dire non. Et nous avons à cœur de mettre la RSE au centre de ces rituels. Donc, comme vous le disiez, c'est vrai que l'on connaît le Ritz de nom, mais le Ritz, c'est aussi 142 chambres, c'est 6 salons événementiels, des lieux de restauration comme le bar Vendôme, le Ritz Bar, le bar Hemingway, c'est également un spa, un fitness, une piscine, c'est également un salon de coiffure. Ce sont des boutiques et c'est plus de 600 mètres carrés de jardin et de terrasse. Mais le Ritz Paris, c'est surtout plus de 600 collaborateurs et plus de 250 métiers représentés. Des métiers qu'on n'imagine pas dans l'hôtellerie de luxe, comme des marbriers, des fleuristes, des brodeuses, des couturières. Et en termes de chiffres, ça représente pour la clientèle 40 000 nuitées par an et environ une clientèle à 40% nord-américaine. Donc moi, ça fait 5 ans que je suis au Ritz Paris. J'ai créé le département développement durable depuis 2021-2022 avec une équipe à mes côtés. Et ça fait un peu plus de 15 ans que je suis dans le secteur de l'hôtellerie de luxe. Merci beaucoup pour cette présentation. Je reviens à vous, Émilie Pétraroli-Roy. Donc, je vais commencer par vous demander quelle est votre perception des attentes de vos clientes et de vos clients s'agissant de la RSE. J'observe, comme je le disais en introduction, qu'il ne se passe pas une semaine sans que vous puissiez lire une étude sur la RSE et les attentes des clients. Et ici, au Salon Stratégie Client, on est toujours très, très attentif justement à l'évolution des attentes et des standards. Et quel est votre point de vue sur ce sujet, sur les attentes des clients ? Alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes, de clients, de clientes qui sont sensibles à ces sujets de RSE. Dans la cosmétique notamment, on voit l'explosion des recherches de routines beauté solides, cosmétiques véganes, non testées sur les animaux. Il y a de plus en plus de préoccupations sur les ingrédients qui sont présents dans les cosmétiques qu'on va mettre sur notre peau. Et c'est vrai que nous, chez Lush, c'est quelque chose qui est au cœur de notre stratégie depuis toujours. On pense vraiment que si on répond à une tendance, on est un petit peu en retard. Donc nous, on a la chance d'avoir eu vraiment cette volonté de changer les codes dès le départ, dès 1995. Et c'est vrai que ça va...
ça va rejoindre un peu toute notre manière de fonctionner chez Lush. Donc la cosmétique solide, je vous disais, on l'a inventée. On a également l'expérience client qui va rejoindre vraiment toutes ces valeurs au sein de nos boutiques. Et ça, c'est vraiment lié 360 dans notre expérience. Donc une préoccupation qui va des produits originellement jusqu'à l'expérience que vous faites vivre en ligne ou en magasin, c'est ce qu'on verra. Exactement, et en fait, on voit bien que les entreprises cosmétiques largement ont commencé à intégrer les codes que nous, on avait créés il y a presque une trentaine d'années maintenant. Donc des entreprises historiques qui commencent à faire de la cosmétique solide, qui commencent à retirer certains ingrédients issus d'animaux dans leur composition ou qui deviennent non testés sur les animaux. Donc nous, on est ravis. Et c'est vrai qu'il ne se passe presque pas une semaine ou un mois sans qu'une nouvelle marque de cosmétiques se crée, notamment en France sur un marché très concurrentiel. Et aujourd'hui, les nouvelles marques qui arrivent sont véganes, non testées sur les animaux, souvent proposent l'intégralité ou au moins une partie de leur gamme solide. Donc on est ravis, on voit que le changement arrive et c'est super. Merci beaucoup. Alors, Nicolas Géano, dans le secteur automobile, est-ce que vous constatez, vous aussi, une évolution des attentes des clients sur les sujets environnementaux, d'environnement et les sujets sociaux Oui, ou sociétaux? Évidemment, les clients, leurs attentes évoluent. Les clients sont des citoyens et donc ils sont forcément aussi conscients du changement climatique. Et l'automobile, une part et un rôle important à jouer dans cela. Donc oui, en effet, on le sent. Aujourd'hui, un client, quand il veut faire l'acquisition d'un véhicule, il va s'intéresser à la fiabilité, à faire l'acquisition d'un produit innovant, avoir un confort de conduite, etc. Mais il va aussi avoir c'est plus une nouveauté maintenant, c'est une conscience sur la consommation d'énergie de son véhicule, mais également les émissions de CO2 de son véhicule, parce que ça va aussi impacter son usage au quotidien, parce qu'on le voit, les normes et on a conscience de la saine pression des pouvoirs publics autour de l'automobile. Aujourd'hui, il y a une obligation de s'adapter et de changer. Donc oui, en effet, on le ressent, et l'industrie automobile et le secteur automobile est vraiment en train de s'adapter pour répondre à ces attentes des clients. Très bien. Audrey Péguret, quel regard vous portez au travers du prisme de votre secteur sur les attentes et la sensibilité de votre clientèle à la RSE? Déjà, au niveau de notre secteur, il faut savoir que l'impact du tourisme en France est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde notre clientèle, il y a des différences entre les typologies de clientèle, comme la B2B et la B2C. La B2B est beaucoup plus engagée et surtout liée à une réglementation en termes de RSE de plus en plus contraignante. La clientèle B2C, de par ses origines, mais aussi sa génération, est beaucoup moins engagée. Et ça reste vraiment une part minoritaire. La clientèle sensible à la RSE, on voit quand même qu'elle progresse depuis 2018 et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc l'objectif est d'aller plus loin en sensibilisant cette clientèle tout en restant attractif. C'est quand même notre cœur de métier. Et l'idée n'est pas de dire non aux clients, mais de pouvoir proposer des alternatives et d'intégrer en fait la RSE dans nos rituels, dans nos codes du luxe. Et ça, en fait, ça demande du temps. Ce sont des petites graines que l'on plante et qu'on prend soin au quotidien pour les faire pousser et grandir. On va parler justement de ces petites graines dans le détail dans un instant. Peut-être une question d'éclaircissement. Quand vous dites B2B et B2C, B2B, c'est les entreprises, les groupes, par exemple? Exactement. Par exemple, en événementiel, qui sont autant en hébergement qu'en restauration, mais qu'on peut aussi accueillir au spa, contrairement, effectivement, à la clientèle. Très bien. Émilie, nous venons de parler des attentes des clients sur le sujet de la RSE. J'aimerais maintenant qu'on aborde avec vous votre démarche dans son ensemble. Et je sais qu'elle est intimement liée à la marque Lush, comme vous le disiez, et à votre positionnement. Oui, alors nous, on aime bien devancer un petit peu les choses. On a vraiment un ADN et une histoire pionnière dans tous ces sujets-là. Et on essaye de proposer des changements, des innovations, plutôt que de s'adapter.
C'est vraiment ce qui nous différencie. Nous, notre volonté, c'est d'embarquer notre communauté, notre clientèle avec nous pour qu'elle se batte à nos côtés pour les combats qui nous sont chers, dont je viens de vous parler. Et c'est vrai que ça va se retrouver dans tous les aspects de notre entreprise. Donc ça va aller au sourcing éthique de nos ingrédients, à la réflexion sur l'emballage et le suremballage avec la cosmétique solide, avec plein d'éléments de recyclage. Ça va aller sur vraiment les communautés avec lesquelles on va travailler dans notamment le sourcing des ingrédients. Et je peux vous donner 2 exemples de ce qu'on fait chez nous, chez Lush, notamment en retail. On a le programme Bring It Back. Donc c'est un programme qui a été créé il y a plusieurs années maintenant. Rapportez-le, c'est ça? Rapportez-le, oui, pardon pour la traduction. C'est une entreprise anglaise, on est très anglo-saxon, j'oublie de traduire parfois. L'idée, c'est d'essayer de boucler la boucle. On a une partie de notre gamme, minoritaire mais quand même importante, qui est en pot. Et on propose à notre clientèle de rapporter 5 pots en boutique pour qu'elles soient recyclées, retransformées et qu'elle ait une seconde vie pour ensuite recréer des nouveaux pots qui seront revendus par la suite, pour pouvoir créer la signalétique en boutique qui est fait du même matériau, pour pouvoir créer les paniers également qu'on a en boutique qui sont également dans le même matériau, pour vraiment avoir un cycle fermé à ce sujet-là. L'année dernière, on a fait évoluer un petit peu ce dispositif. À la base, on demandait 5 pots et on offrait un masque frais gratuitement à notre clientèle. Aujourd'hui, on leur donne le choix. On peut également rapporter un pot un par un et avoir 40 centimes de réduction sur l'intégralité des pots qu'on a rapportés. Donc j'en rapporte 5, je vous laisse faire le calcul, 5 fois 40 centimes à utiliser tout de suite en boutique pour pouvoir vraiment avoir ce système de fidélité et avoir un incentive un peu plus fort et aller un peu plus loin parce que nous, notre objectif final, bien évidemment, c'est de récupérer l'intégralité de nos pots pour pouvoir leur donner une seconde vie. Ensuite, au digital, on a également une innovation qu'on a lancée en 2018 pour lutter contre le suremballage et proposer une nouvelle expérience par rapport à l'emballage, et ça s'appelle Lush Lens. Lush Lens, c'est une fonctionnalité qui est présente sur notre application mobile, application e-commerce, qui permet, grâce à l'appareil photo de votre téléphone, de scanner un produit solide pour avoir des informations sur les ingrédients, son utilisation, des photos, des vidéos de démonstration. Et ça permet d'avoir une expérience vraiment digitale sur un produit physique et de réduire les emballages à cet endroit-là. Ça permet également en boutique d'utiliser cette application, que ce soit par nos équipes en boutique ou par notre clientèle elle-même, pour réduire notre besoin en eau pour faire des démonstrations produits. Donc vraiment, tout ça, ça rentre là-dedans et on est très engagé à ce sujet-là. On a encore plein d'idées. Merci beaucoup. Je pense que ça devrait répondre en partie à la question qui s'affiche sur votre écran. En l'occurrence, une question de Stéphane qui nous demande comment les entreprises ont concrètement intégré la RSE dans les parcours clients. J'espère qu'on aura ici de quoi répondre à ces questions. En tout cas, merci pour cet éclaircissement. Nicolas, vous appartenez à un groupe qui est, vous le disiez, qui est très sensible et pionnier sur le sujet. Est-ce que vous pourriez nous présenter la démarche RSE globale de Lexus? Alors, la démarche de Lexus, elle s'intègre totalement dans la politique de Toyota. Donc, chez Toyota, le durable, c'est vraiment dans l'ADN. La preuve, on a un point commun avec Lush, c'est le côté pionnier. Parce que chez Toyota, c'est la marque qui est pionnière dans l'hybride. En 1997, il y avait la première Prius. Puis ensuite, ça a continué. Donc, il y a ce côté prise en compte et pionnier concernant les produits qui sont proposés aux clients. Alors, chez Toyota, il y a une vraie démarche mondiale, puisqu'il y a une feuille de route qui s'appelle Toyota Environmental Challenge, qui s'applique à l'ensemble des pays, l'ensemble des usines, l'ensemble des marchés. L'idée, c'est de viser à réduire l'impact du carbone, des CO2, que ce soit en termes de production, mais en termes d'utilisation des automobiles. Donc, l'idée, la stratégie, c'est de viser tendre vers le zéro carbone. Et puis également limiter la consommation d'eau, baser la société sur le recyclage. Et l'idée, c'est d'avoir une société en harmonie avec la nature. Au niveau européen, la stratégie, justement, elle s'appelle Beyond Zero.
Et c'est un peu une application de ces valeurs. Donc ça se retrouve en termes d'électrification de la gamme. Proposer de la mobilité pour tous. Mobilité pour tous, ça va de la mobilité douce, ça peut être des vélos, mais également des véhicules électrifiés, mais également une gamme de véhicules à hydrogène. Voilà, utiliser l'ensemble pour pouvoir répondre aux attentes des clients, proposer une expérience mémorable aux clients, et puis évidemment participer à une société meilleure autant que possible. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez compris le nom du projet Beyond Zero signifie bien au-delà du zéro, donc au-delà des obligations réglementaires. C'est-à-dire être mieux disant dans tous les, sur un certain nombre de critères, et on verra dans le détail comment est-ce que vous les appliquez, puisque vous avez toujours à cœur d'avoir une vision globale. Audrey Péguret, qu'est-ce que vous avez mis en place au Ritz Paris pour répondre justement aux attentes dont on vient de parler? Quelle est un petit peu plus dans le détail votre démarche RSE? Oui, donc c'est vrai que la démarche RSE, quand on parle de l'hôtellerie de luxe, on se dit que ça ne va pas ensemble, et pourtant on voit bien que c'est intrinsèque à nos gènes depuis 1898 et qu'il y a du durable. Et on fait énormément de choses, beaucoup d'actions, de projets sur lesquels on ne s'attend pas. Donc je vous disais, on a plus de 600 mètres carrés de jardins et terrasses, et en fait on réalise un audit écologique avec un plan d'action de tous nos jardins et terrasses. On a créé un jardin aromatique sur le toit du salon Gramont pour végétaliser ce toit qui était au départ un toit technique, et afin de proposer en fait à nos clients des herbes, plantes et fleurs aromatiques. Nous avons également un jardin potager qui est situé à 30 km de Paris, ce qui nous permet en fait de cultiver nos propres légumes qui sont livrés par notre maraîcher en voiture électrique jusqu'à nos cuisines, et où nos chefs préparent les menus des restaurants. On a également donc, tous ces espaces verts qui sont entretenus de façon naturelle, sans pesticides, sans agents chimiques, et nous récupérons plus de 200 mètres cubes d'eau de pluie. Avec tout ça, effectivement, on a fait le choix d'une mobilité durable en proposant à nos clients un service de courtoisie hybride et électrique, et également en mettant en place des vélos électriques à leur disposition. Nous avons aussi un plan de réduction des émissions de nos consommations énergétiques, et pour ça, nous investissons dans de nombreux projets. Également, nous trions, recyclons nos déchets, mais allons même plus loin que ça en revalorisant nos déchets. Donc en fait, lorsque toutes les fleurs coupées qui fleurissent le Ritz Paris sont récupérées par une association pour fleurir l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, de même que tous les uniformes, draps, serviettes sont réutilisés soit en don à des associations, soit pour le nettoyage tout simplement. Et les bouchons de liège également sont récupérés donc, lors des événements sur nos restaurants pour permettre à l'association France Cancer de les revendre. Merci beaucoup. On voit dans votre démarche, et pour répondre presque à cette question ici, c'est un ensemble de petites choses, de détails, et toujours dans cet esprit de l'hôtellerie de luxe, c'est-à-dire le soin accordé aux détails, même les plus invisibles. Hein. C'est ça. Et il faut savoir que le Ritz Paris, en fait, c'est vraiment une démarche volontaire de sa part, de s'engager dans la RSE et de mettre en place toutes ces initiatives et tous ces beaux projets pour vraiment rester sur un service d'exception pour le client. Merci beaucoup. Émilie Pétra-Rolliroy, j'aimerais aborder un point qui est assez inédit, ce qui explique aussi votre présence. C'est qu'ici, on parle beaucoup de digital, de parcours client en ligne, bien évidemment, et on se dit toujours peut-être que le digital est un peu exclu d'une démarche RSE. Alors justement, vous avez fait des choix RSE dans l'expérience, vous me disiez à 360 degrés. Alors on a parlé des produits, du packaging. Est-ce que vous pourriez nous parler justement des choix qui sont faits dans le numérique, tels que votre charte digitale ou alors le choix d'open source, par exemple? Oui, alors nous, les engagements éthiques, je pense que je l'ai assez répété, ça va vraiment infuser l'intégralité de nos activités chez Lush, en passant aux produits, aux boutiques, mais également du coup au digital. Faut savoir que chez Lush, on a une charte éthique qui va régir vraiment nos activités et sur laquelle on va se reposer pour prendre des choix stratégiques pour l'entreprise. Et dans la même veine, on a créé une charte éthique digitale qui va régir également nos activités sur ce canal-là.
y a 3 points qui sont vraiment importants dans cette charte. Le premier, c'est la protection des données. On n'a pas attendu la RGPD pour être très engagé à ce sujet-là. On est vraiment persuadé chez Lush que la protection des données, c'est un droit fondamental, un droit humain, et c'est quelque chose qui est très important pour nous. On va être très transparent sur le stockage, les raisons pour lesquelles on va demander telle ou telle donnée, on en demande peu d'ailleurs, et la possibilité bien évidemment de pouvoir les récupérer et les supprimer à tout moment. Un deuxième point qui est important dans cette charte éthique digitale, c'est l'utilisation le plus possible d'un matériel informatique à basse consommation, et également l'utilisation de 100% d'énergie verte, que ce soit dans nos boutiques ou dans nos bureaux à travers le monde. Ça, c'est un engagement qui est présent depuis de nombreuses années également. Et le dernier point, vous en parlez, donc l'open source. On fait le choix de plus en plus de développer nos outils digitaux grâce à l'open source. On a d'ailleurs lancé une nouvelle version de notre site internet avec une plateforme qui s'appelle Celeor en open source il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. L'open source, c'est quelque chose qui est très en accord avec nos valeurs parce que tout repose sur la communauté. Il y a énormément de partage également dans cette technologie. On peut partager, nous, nos codes, on peut récupérer des codes de la communauté. Il y a énormément d'entraide. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup parce que c'est comme ça qu'on a fait grandir aussi notre entreprise. C'est grâce au bouche à oreille, grâce à la communauté. Donc l'open source fonctionne très bien là-dedans. Et on a aussi la volonté de vraiment baisser nos investissements avec les grosses entreprises de la tech et donner leur chance à des entreprises un peu plus petites. Celeor, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens autour dans cette table ronde à connaître cette plateforme, parce qu'on a la possibilité, en tant que marque assez puissante, de donner de la visibilité et du poids à des entreprises un peu différentes qui peuvent justement faire la différence. Et l'open source, encore une fois, ça nous rapporte aussi énormément de flexibilité pour pouvoir créer une expérience qui nous ressemble et qui va être en adéquation avec notre valeur et notre expérience clientèle au digital. Merci beaucoup. Donc vous le voyez, on peut apporter des preuves sur les canaux numériques dans une démarche RSE. Et je pense que ça, toutes les entreprises y seront un jour ou l'autre confrontées très bientôt. Merci pour ce témoignage. Nicolas Jeannot, j'aimerais aborder avec vous une de vos fortes convictions et un élément clé de votre démarche RSE qui me ravit toujours quand je vous observe et quand j'observe votre groupe, c'est la collaboration avec votre réseau. Et c'est la dimension locale de vos engagements et de vos actions, pas seulement dans l'usine, la fabrication du produit, mais aussi dans la façon avec laquelle celui-ci est présenté et vendu. Exactement, donc on a un réseau qui est très investi dans cette démarche-là, et heureusement, ça permet d'avoir toute la continuité. On a un réseau qui est sensible, notamment par exemple en termes de bâtiments. Donc les concessions sont des bâtiments qui peuvent parfois avoir une mauvaise image, et donc on a un certain nombre d'exemples de concessionnaires qui sont vraiment dans des phases de transformation de leurs bâtiments. On a un groupe de concessionnaires qui s'appelle le groupe GCA, qui distribue des concessions, enfin qui a des concessions au nord de Paris, puis en Normandie et dans l'ouest en France, qui est dans une vraie démarche. Ils sont en train de mettre des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble de leurs concessions. Donc c'est un gros investissement, mais c'est une vraie démarche pour pouvoir rendre leur bâtiment autonome. On a d'autres exemples, la concession Lexus à La Rochelle, qui était la première éco-concession d'Europe, donc avec un toit végétalisé, des ruches. C'est une concession qui est totalement autonome dans sa consommation d'eau, puisque tout est recyclé avec des plantes aquatiques, etc. Donc c'est vraiment, il y a une vraie démarche. Et puis après, localement, les concessionnaires sont forcément très investis dans la vie locale. Oui, et puis il y a ce respect mutuel entre le constructeur et le réseau qu'on ne trouve pas chez tous les constructeurs automobiles, on pourrait dire. Et ça, je pense que cette démarche collaborative, elle est... bravo pour ça. Audrey Pécuret, vous me disiez en préparant cette table ronde que vous devez gérer une équation RSE assez particulière qui tient justement à votre positionnement dans le luxe. Alors comment on fait sans faire savoir? Comment est-ce qu'on incite, mais discrètement? Comment est-ce qu'on peut aussi faire à la place des clients? Oui, c'est ça. C'est vrai que pour sensibiliser avec élégance sans nuire à l'expérience, nous devons innover et surtout automatiser la gestion technique et électrique de l'établissement. Et donc pour cela, on a eu des gros projets, donc plusieurs. Donc, entre 2012 et 2016 lors de la rénovation du Ritz Paris, mais également encore cette année
pour automatiser, comme je vous disais, toute la gestion technique du bâtiment et ainsi nous permettre de piloter et contrôler à distance le chauffage, la climatisation, les lumières. Et ça, c'est vraiment sans que le client n'ait à s'en soucier et en fait à vivre son expérience comme bon lui semble. Donc pour cela, par exemple, lorsqu'un client fait son check-in et arrive en chambre, en fait, nous augmentons le chauffage de la chambre 30 minutes en amont. Nous allumons également l'ensemble des lumières. Lorsque le client est dans sa chambre qui décide d'ouvrir la fenêtre, tout le système, que ce soit de la climatisation ou du chauffage, s'éteint automatiquement et va se remettre en route à partir du moment où il referme sa fenêtre pour pouvoir rester à une température correcte. Mais on est allé plus loin que ça sur un projet de récupération des calories des groupes froids en cuisine. Donc nous avons énormément de groupes froids qui servent à faire fonctionner toutes les chambres froides utilisées dans nos cuisines. Et donc nous récupérons cette énergie dégagée par les groupes froids pour permettre de maintenir la température de l'eau de notre piscine. Ce qui nous a permis, en fait, dans notre plan de sobriété, de ne pas diminuer l'expérience client en diminuant la température et en ne consommant pas plus d'énergie. Donc voilà. Également, on a mis une carte en chambre avec un QR code qui permet d'accéder en fait à l'ensemble de nos actions mises en place et en expliquant en fait à notre client que nous sommes dans une démarche sans plastique à usage unique et que pour ça nous avons retiré l'ensemble des bouteilles d'eau mises en chambre, donc les petites bouteilles d'eau mises en plastique, mais que bien évidemment on reste disponible pour lui monter dans sa chambre de l'eau à sa disposition. Et également lui permettre de faire son choix, de savoir s'il souhaite ou non changer ses serviettes et ses draps de bain. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai souvent en tête cette incitation, ce nudge marketing, cette incitation douce que vous connaissez toutes et tous dans un hôtel lorsqu'on vous dit choisissez parmi vos serviettes usagées, mettez celles qui sont utilisées au sol. Donc c'est une des plus anciennes incitations finalement, bien avant qu'on parle des sujets d'environnement et de RSE. Mais là, on est dans un cran au-dessus. Et vous répondiez aussi à une question d'une personne qui se trouve dans la salle, qui nous disait quels sont les canaux à privilégier pour communiquer et faire connaître les engagements RSE aux clients. Et clairement, vous avez une dimension digitale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont disponibles sur votre site. Merci beaucoup. Alors, il y a une personne dans la salle qui a deviné la question suivante et qui se doutait bien que nous n'allions pas parler que d'environnement, mais également, alors je vous lis la question, elle va s'afficher tout de suite à l'écran, c'est RSE n'est pas uniquement le sujet de l'écologie, mettez-vous en avant d'autres dimensions, bien sûr RSE, le S pour social et sociétal. Émilie Pétraroli-Roy, je vais m'adresser à vous justement au sujet de la dimension sociale ou sociétale de la RSE. Est-ce que vous pourriez nous parler des actions internes vis-à-vis des collaborateurs, mais aussi des actions qui sont relatives à vos démarches solidaires avec toutes vos parties prenantes externes? Oui, alors juste pour rappeler, la RSE au sein de Lush, nous on ne l'appelle pas comme ça fait vraiment partie de nous, notre ADN depuis le début. La RSE, c'est plus c'est très important, mais parfois c'est un concept marketing, donc on s'implique sans le nommer. De cette manière-là. Et en interne, je peux vous donner un exemple. On a, par exemple, pour nos salariés, rallongé le congé maternité de 10 semaines par rapport au congé légal, payé à 100%. On a également un congé rallongé pour le coparent, qui peut du coup profiter de sa famille plus longtemps que le congé légal, et ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps maintenant, même avant que le congé soit rallongé par l'État. Et en externe, toujours dans la volonté d'embarquer notre communauté et notre clientèle et qu'elles viennent se battre avec nous pour les combats qui nous sont chers, on a depuis 15 ans maintenant une crème, on appelle la plus généreuse des crèmes, qui s'appelle Charity Pot. J'ai un petit exemple ici, si vous voulez la tester, j'en ai apporté un pour chacun d'entre vous. Alors, crème pour le corps et les mains. Alors, j'aime crème beaucoup pour le corps et les mains. Il y a beaucoup de petits messages toujours sur les packaging de Lush.
et on voit notamment le nom de la personne qui a produit. Donc c'est mis en avant, il y a un QR code avec des informations qu'on trouve. Donc, la Charity Pot. Vous avez le nom de la personne qui l'a produit, la date à laquelle elle a produit, et puis on est des cosmétiques frais et faits à la main. Donc là, on voit le fait à la main et frais avec également la date limite d'utilisation pour pouvoir profiter pleinement de cette crème. L'intérêt de cette crème, c'est vraiment l'élément qui résume le mieux nos valeurs chez Lush et nos engagements. 100% du chiffre d'affaires généré par cette crème, moins la TVA, est reversé à des associations qui vont lutter pour les 3 combats donc, qui nous sont chers, donc, qui sont le bien-être animal, les droits humains et l'environnement. Donc tout cet argent arrive sur un fonds qui est ensuite redistribué à des associations qui ont postulé pour pouvoir bénéficier de financements divers et variés. Et ça, c'est vraiment un élément qui est très important pour nous parce que ça va nourrir vraiment et donner de la visibilité à ces combats-là. Et Charity Pot, c'est, je regarde mes notes, j'ai pas envie de dire de bêtises, 74 millions d'euros récoltés depuis le lancement de cette crème. Et ça a permis de soutenir 13 700 associations qui luttent justement sur ces sujets-là. Donc on en est très très fiers. J'espère que vous allez apprécier parce qu'en plus d'être très éthique, elle est fabuleuse. Merci beaucoup d'un rituel RSE à une routine beauté avec une bonne action. Merci de nous avoir fait ce cadeau. Alors Nicolas Géano, la démarche RSE chez Lexus, elle s'étend aussi à la dimension interne. Avec notamment, vous me citiez l'embarquement des collaborateurs au siège, le soin qui est accordé à la qualité de vie, le sens de l'éthique dans tout ce qui est fait. Vous m'avez aussi parlé du recrutement des collaborateurs des nouvelles générations avec leurs nouvelles exigences ou sensibilités. Et effectivement, donc, les attentes des collaborateurs, elles évoluent et elles changent. Et aussi, mais c'est valable pour n'importe quelle entreprise. L'entreprise, elle doit être cohérente entre son discours et ses actes. On ne peut pas nous dire qu'on souhaite favoriser le recyclage et de ne pas le faire en interne, de réduire les émissions de CO2 et de ne pas essayer à notre niveau de le faire. Donc, par exemple, pour le recyclage, il y a une vraie politique recyclage de déchets chez Toyota. Il y a même la mise en place d'un poulailler assez récemment, mais ce qui permet justement de réduire les déchets alimentaires. Il y a énormément d'actions comme ça, mises à disposition des collaborateurs de vélos électriques, qui permettent de proposer d'autres types de mobilité. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a également cette dimension de cadre de vie, de bien-être. On est très soucieux du bien-être des collaborateurs. Et il y a notamment la mise en place d'un service de conciergerie responsable qui est présente sur site 3 jours par semaine et qui permet de proposer des produits locaux et puis également rendre des services aux collaborateurs, ce qui permet vraiment de participer au bien-être, et c'est quelque chose qui est toujours bien perçu. Et les jeunes générations sont vraiment sensibles à tous ces à côté, ces petits plus qui font un petit peu la différence. Merci, c'est un véritable enjeu dont vous parliez, Audrey Péguret, parce que votre démarche s'adresse, comme vous le disiez, aux clients internes et externes, et vous êtes aussi sensible à l'attractivité du métier, au recrutement des talents aussi avec leurs nouvelles exigences. Oui, effectivement, nous sommes dans un secteur, l'hôtellerie, restauration, qui est un secteur où il y a énormément de métiers sous tension. Et donc pour le recrutement, et comme disait Nicolas, effectivement, les jeunes générations sont très sensibles à nos engagements en matière de RSE. Donc nous, on propose à l'ensemble de nos collaborateurs, lors de leur onboarding, de leur journée d'intégration, en fait, vraiment un parcours expliquant notre démarche, expliquant nos actions et comment en fait ils peuvent y contribuer surtout. On met en place aussi donc des formations. On a fait faire la fresque du climat, mais on est aussi sur des sensibilisations et des formations sur les éco-gestes, donc les gestes de tous les jours que les collaborateurs peuvent faire et peuvent aussi montrer à nos clients pour les sensibiliser. C'est important pour nous. Et dans ça aussi, on participe justement par notre savoir-faire à l'éducation. On a des écoles juste à côté de chez nous et nos chefs en fait se rendent 1 à 2 fois par an dans ces écoles pour présenter tout simplement les fruits et légumes que l'on cuisine au quotidien, leur expliquer comment ils les cuisinent, les faire goûter tout simplement
Ils n'ont pas forcément tous accès au choix et à toute la variété que nous pouvons avoir. Également, ils leur font découvrir nos métiers, tout simplement. On va également au-devant des écoles pour expliquer ce que l'on fait et que dans l'hôtellerie de restauration, comme je vous disais, il y a plus de 250 métiers représentés et qu'on a besoin de toutes ces personnes pour pouvoir œuvrer à la satisfaction de nos clients. Merci beaucoup. J'aimerais, dans ce dernier tour de parole, aborder une vision un peu prospective. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui concernent non seulement le futur, mais aussi le retour sur investissement. Mais Émilie Pétraroli-Roy, chez Lush, en conclusion, donc, je voudrais aborder cette vision prospective. Quel futur vous voyez dans cette combinaison entre expérience et RSE? Alors déjà, l'expérience client, c'est un peu notre force chez Lush. On a grandi par le bouche à oreille de manière organique, on fait peu ou pas de publicité depuis toujours. Et c'est cette expérience client 5 étoiles, comme on aime l'appeler, qui nous permet de nous développer et de porter nos valeurs et d'embarquer justement notre communauté avec nous. On va faire un petit sondage dans la salle. Qui a fait l'expérience de Lush? Levez la main. Vous voyez, vous avez quand même quelques clients. J'aurais dû ramener plus de pots de Charity Pot. Ce serait intéressant d'en discuter, mais c'est vrai que nous, on a à cœur d'avoir des équipes qui sont formées à l'identification du besoin pour vraiment apporter la réponse et le produit qui va répondre aux besoins à l'instant T de la personne qu'on a en face de nous. Et à l'intérieur de ce discours, on va infuser toutes nos valeurs. Donc là, Charity Pot, par exemple, on va parler de l'aloe vera, l'aloe secundiflora, le terme exact de l'ingrédient, qu'on va sourcer avec une coopérative qui travaille en permaculture au Kenya et qui va travailler à la régénération locale, à l'empowerment des femmes Maasai de ces communautés pour nous fournir un ingrédient qui est bon pour la peau et bon pour ces communautés-là. Donc on rejoint aussi le côté sociétal de la RSE. Et c'est vrai que nous, ce qu'on veut pour le futur, c'est continuer dans cette lancée-là, continuer à se battre pour tous les combats qui sont importants pour nous, parce que la lutte n'est pas finie, on a encore plein de choses à faire pour le bien-être animal, pour les droits humains, pour l'environnement. On est très fiers de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous rejoignent dans ces combats-là. On est très fiers de voir notre communauté s'engager avec nous auprès d'associations, d'avoir de plus en plus également d'associations qui veulent travailler avec nous. Et ça, c'est vraiment la direction qu'on souhaite prendre pour le futur de Lush. Ce qui me fera beaucoup, effectivement, dans votre expérience, c'est la capacité qu'ont les collaborateurs, et que vous avez même en ligne, à expliquer. Alors, on parlerait de storytelling, mais déjà, les produits sont porteurs d'une histoire, et donc les collaborateurs, très très souvent, quand vous leur demandez des conseils en boutique, pour celles et ceux qui ont fait cette expérience, eh bien très souvent, ils connaissent l'origine, ils portent les messages, ils les incarnent, donc c'est ce qui est frappant dans votre expérience. Ce qui est aussi important pour nous, c'est vraiment le produit en tant que tel, la qualité, les bienfaits, mais tout ce qu'il y a autour et la manière dont il a été créé. Et notre manière également d'entrer en contact avec notre clientèle, nous, on a cette petite phrase, c'est « All are welcome always ». Tout le monde est le ou la bienvenue toujours. Et on a à cœur d'entrer en contact avec notre clientèle de la manière la plus inclusive possible pour qu'elle se sente bien et qu'elle passe un bon moment en notre compagnie. Et on croit, si on va un peu plus loin, vu l'engagement qu'on met dans la création de nos produits et le développement de notre entreprise, que par l'achat d'un produit Lush, c'est un peu un acte militant aussi, parce que ça va nourrir des associations, des communautés et un cycle de recyclage, de combats, je l'ai beaucoup répété, qui vraiment sont très importants pour aujourd'hui et aussi pour les futures générations. Merci beaucoup. Nicolas Jeannot, pour conclure, je voudrais vous poser la même question à propos du futur. Alors, vous nous aviez parlé tout à l'heure de votre ambition du Beyond Zero. Comment est-ce que vous voyez les prochaines années? Quelles sont les prochaines étapes en termes de RSE pour Lexus? Alors, ça va continuer par une haute qualité de service. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaite vraiment porter. Après, ça doit servir aussi nos ambitions de réduction des émissions de CO2.
proposer toujours des produits innovants et des services qui vont accompagner les clients. Parce que finalement, c'est assez facile de dire il faut changer, mais des fois, on est un petit peu pris au dépourvu, on ne sait pas toujours comment faire pour changer. J'ai juste un exemple concret, c'est parce que je ne sais plus, c'était Audrey qui en parlait tout à l'heure, l'accompagnement dans le changement. On a lancé chez Lexus un programme l'année dernière qui s'appelle Lexus Electrify Programme. C'était à destination des sociétés, des entreprises qui font l'acquisition de Lexus. On leur proposait, au moment de l'acquisition du véhicule, de former les collaborateurs, les utilisateurs, en leur proposant des stages d'éco-conduite. L'idée, c'était qu'ils puissent mieux maîtriser leur véhicule, avoir une meilleure consommation, avoir une meilleure empreinte carbone et également, parce que c'est aussi ce rôle-là, de réduire la sinistralité. Donc ça intéressait les entreprises. Et on a eu énormément de retours positifs. Et donc ce programme-là, à partir du mois d'avril, c'est un programme qu'on va étendre aux particuliers. Et donc à partir du mois d'avril, les gens qui achèteront des Lexus pourront bénéficier de ce type de programme d'éco-conduite et d'accompagnement. Voilà. Merci. Il y a un point aussi intéressant sur lequel j'aurais dû rebondir tout à l'heure, c'est cette dimension qui est une véritable conviction chez vous, c'est cette dimension locale. Et j'en veux pour preuve la stratégie du groupe, hein, et je ne dévoile pas de secret puisqu'on en a déjà entendu parler, le fameux BRIT, Best Retailer in Town. La stratégie du groupe, hein, Toyota et Lexus, c'est d'être le meilleur à l'endroit où on est. Le meilleur concessionnaire de la ville. Du coin de la ville, le meilleur commerçant, hein, le Best Retailer in Town, le meilleur commerçant de la ville, donc en se disant que l'action doit être locale et c'est non pas un constructeur lointain qui pousse ses véhicules et puis il y a des personnes qui vont les vendre, mais bien la participation, la co-construction au niveau local. Et ça, c'est une dimension importante. Ça, c'était vraiment le message un peu de notre président il y a quelques années. Son exemple, c'était de dire, voilà, si vous avez mal aux dents, vous n'avez pas cherché le meilleur dentiste du monde, vous allez chercher le meilleur dentiste de votre ville. C'est pareil dans l'automobile, si vous avez besoin d'une voiture, vous allez chercher le meilleur concessionnaire local qui va répondre à vos attentes. Et donc, c'est un petit peu cet esprit qu'on essaye de transmettre à notre réseau. Merci beaucoup. Audrey Péguret, j'aimerais finir cette table ronde sur une note de reconnaissance. Pour vous, parce que Ritz Paris est aujourd'hui la seule. Alors dites-moi si les informations sont bien à jour par rapport à ce que vous m'avez dit. Vous êtes aujourd'hui la seule entreprise certifiée GSTC en France, c'est-à-dire la plus haute certification tourisme qui est définie par l'ONU et l'OMT. Vous avez obtenu cette certification le 1er novembre dernier, si je ne m'abuse. Alors quelles sont vos prochaines étapes et vos prochains défis pour faire entrer encore plus la RSE dans l'expérience client? Effectivement, nous sommes très fiers d'avoir obtenu la certification Global Sustainable Tourist Council, qui a demandé plus de 2 ans, un peu plus de 2 ans de travail, répondant sur tous les axes de la RSE, la gouvernance, l'environnement, le social, le sociétal et le patrimoine, avec plus de 231 indicateurs audités. Et c'est vrai que ça a été vraiment une démarche qui a marqué une étape importante dans nos engagements. Et d'ailleurs, c'est une certification que l'on renouvelle tous les ans pour s'assurer vraiment de notre continuité. Donc on la renouvellera en octobre de cette année. Et en plus de ça, effectivement, nous réalisons donc notre bilan carbone, donc le bilan carbone vraiment des 3 scopes. Et nous avons intégré cette année le bilan carbone en fait, de notre système d'information et du digital, parce qu'aujourd'hui, ça prend une grande partie, même si ce n'est pas notre cœur de métier, et nous avons un cœur en fait, dès aujourd'hui de connaître cet impact et de pouvoir réduire nos émissions. Et nous allons continuer notre trajectoire bas carbone en suivant nos plans d'action. Également notre audit écologique qui est très important pour nous à suivre sur justement tous nos jardins et terrasses très verts en plein milieu de la place Vendôme. Donc, voilà pour nous. Merci beaucoup. Et vous l'avez compris, hein, donc encore 2 messages sur la RSE dans le numérique et dans les canaux digitaux, ce qui devrait aussi nous faire réfléchir. Alors je vais regarder, merci d'avoir contribué, de nous avoir envoyé un certain nombre de questions. Est-ce que je vais afficher une
une des questions, quelle organisation, gouvernance porte le sujet RSE? Est-ce qu'il s'agit d'un service dédié? Comment est-ce que vous êtes organisé, par exemple, chez Lush ou chez Lexus? Est-ce qu'il y a un service dédié? De qui il dépend? Alors, on a le service CharityPot qui va gérer vraiment nos, du nom du produit, d'accord. qui va gérer vraiment les donations. Et ensuite, on n'a pas de service éthique à proprement parler parce que c'est la responsabilité de chaque collaborateur et collaboratrice d'intégrer l'éthique dans son travail au quotidien et d'intégrer ses réflexions dans le déploiement de nos activités. Donc, ça va plus se traduire par la formation et l'onboarding, donc la formation des personnes quand elles arrivent au sein de la société pour s'assurer qu'elles ont les bonnes bases de qui nous sommes et où est-ce qu'on veut aller. Et ensuite, chaque décision qui vont être prises pour l'entreprise vont se référer à la charte éthique dont je vous parlais tout à l'heure ou la charte éthique digitale pour le canal du digital. Et chez Lexus également, c'est un petit peu la même chose. C'est pas une personne qui porte ce sujet-là. Le sujet, il est vraiment pris en compte au niveau du top management. Et après, il descend, il découle naturellement sur l'intégralité des collaborateurs qui sont sensibilisés à ces problématiques-là, à ces sujets-là. Bien sûr, vous êtes l'incarnation de cette organisation puisque vous portez cette... Effectivement. Effectivement, les collaborateurs ont été les premiers à mettre en place des initiatives, des actions que nous avons effectivement portées et nous sommes soutenus par notre direction, par nos propriétaires également. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous à propos de Lush, que j'avais relevé dans mon livre blanc de tendances qui est sorti il y a quelques semaines, qui est complètement gratuit à télécharger, les tendances clients pour l'année 2023, où j'avais repéré le fait que Lush avait décidé de se retirer des médias sociaux. Donc effectivement, une démarche RSE, c'est aussi une démarche courageuse, avec des choix qui sont très affirmés. Et ça, c'est un de vos choix. Oui, pour donner un peu plus de contexte, en fait, il faut savoir que la santé mentale, c'est un sujet qui est très important pour nous et pour lequel on s'implique depuis plusieurs années. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, il y a une lanceuse d'alerte qui s'appelle Frances Haugen, qui travaillait chez Facebook à l'époque, donc chez Meta, et qui a mis au jour des documents internes qui montrent que Facebook et Instagram sont pleinement conscients de l'impact sur la santé mentale, l'impact négatif sur la santé mentale de leur plateforme, notamment les jeunes générations, mais ne mettent pas en place les actions correctives qui permettraient de protéger ces personnes-là. Et quand, chez Lush, on a pris connaissance de ces preuves vraiment très tangibles, on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer à utiliser ces plateformes parce que ça mettait en danger nos communautés. Et nous, on est là pour faire passer un beau moment aux personnes en boutique, pour apporter du bien-être, pour changer le monde. On a vraiment cette volonté-là. Et c'était vraiment plus du tout en accord avec nos valeurs. Donc c'est pour ça qu'au moment du Black Friday en 2021, donc gros temps fort commercial quand même, on a pris la décision qui était difficile mais nécessaire de retirer dans le monde entier notre présence sur Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat pour essayer de donner un message fort à ces plateformes qui fonctionnent avec des algorithmes et qui ne protègent pas les utilisateurs et utilisatrices qui sont sur ces plateformes. La nouvelle réglementation sur les influenceuses et les influenceurs, d'autant qu'on est dans un secteur qui est celui de la cosmétique, vous donne un peu raison en fait. Une question pour vous trois, si vous le souhaitez. Est-ce que les clients sont consultés directement pour l'inclusion de la RSE justement dans leur expérience de marque? Jusqu'où allez-vous dans la co-conception ou la collaboration avec vos clients? Nous, on est très attentifs à ce que nous disent nos clients, donc on essaye de prendre en compte vraiment leurs attentes et de répondre à leurs besoins. Après, il n'y a pas forcément de formalisme sur ce point-là. Une écoute profonde. Oui. Et pour Ritz Paris? C'est ça exactement. On prend forcément en compte l'ensemble de nos parties prenantes lors de la conception de produits ou de services. On intègre la RSE
Mais sur la définition propre, non, ça va être vraiment une sensibilisation de la clientèle sur le fait, est-ce qu'elle nous a fait ressentir, que ce soit par ses choix en termes de restauration, que ce soit par des remarques qu'elle nous ait fait par rapport à son discours tout simplement, qu'on arrivera en fait à prendre en compte sa demande spécifique. C'est vrai qu'on est toujours sur de l'ultra personnalisation et pas forcément que sur des tendances. Et chez Lush, nous, on a été pionniers dans vraiment tous ces sujets-là. Donc, c'est un petit peu nous qui avons embarqué notre clientèle et c'est comme ça qu'on a grossi. Mais un exemple pour lequel on va être très à l'écoute, c'est dans notre collaboration avec les associations. Nous, on va travailler énormément avec les associations, que ce soit locales ou internationales. Et quand on a un sujet ou une campagne à mettre en avant, on donne vraiment la main aux associations. Ce n'est pas nous qui voulons faire une campagne pour protéger, par exemple, les renards de la chasse. On va aller voir l'association Aspas, avec laquelle on a déjà fait plusieurs campagnes, et on va leur demander quel est le combat le plus important pour vous en ce moment, et comment, en tant que marque qui a une voix, qui a des canaux de communication, on peut vous aider à visibiliser cette cause. Et ça va être l'association qui va vraiment choisir le ton que va prendre la campagne. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette plénière. C'est le moment de vous remercier et de féliciter nos trois invités chaleureusement pour leur contribution. Je vous souhaite un très bon salon stratégie client. Je vous donne rendez-vous dans les ateliers ou dans les différentes plénières. À bientôt.